Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première soirée de débat en vue du premier tour des élections législatives. À mes côtés, Vincent Hulin. Bonsoir Vincent, vous Bonsoir, êtes Hélène. le rédacteur en chef de France Bleu Poitou. Cette émission est retransmise sur nos 2 médias de proximité. On vous propose ce soir 3 débats de 30 minutes, un débat par circonscription. On sera ce soir dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Et pour cette première partie d'émission, on s'intéresse à la 3e circonscription des Deux-Sèvres. Qui sont les candidats, leurs ambitions? La réponse avec notre journaliste Lucie Secconi et après le débat. Il hésitait à repartir, le voilà propulsé dans une campagne éclair et palpitante. Jean-Marie Fievé, député sortant, représente la majorité présidentielle et sa célèbre réforme des retraites qu'il défend ardemment depuis de longs mois. Il est face à la même adversaire qu'en 2022, Juliette Voilez. Seul le nom de son parti a changé de NUPS à Front Populaire. Elle espère faire plus que les 42% d'il y a 2 ans. À gauche, l'institutrice retraitée Maryse Vallée retente sa chance elle aussi. Qui pour incarner la droite dans cette circonscription des Deux-Sèvres? Les discordances nationales s'illustrent également en Poitou-Charentes. Philippe Robin représente les Républicains d'Éric Ciotti qu'il a choisi de suivre et est donc investi par le Rassemblement national. En face, son ancien collègue responsable départemental des Jeunes Républicains passe dans la cour des grands, Mathieu Manceau. Le jeune historien LR drague la frange droite de la majorité présidentielle et les plus modérés de l'extrême droite. Sans étiquette, Jacky Durand réitère son envie de faire bouger les lignes. Il était candidat à la présidentielle de 2012 avant de renoncer, faute d'obtenir les parrainages nécessaires. Et pour ce premier débat, j'accueille 4 candidats qui se présentent donc dans cette 3e circonscription des Deux-Sèvres. Jean-Marie Fievé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député sortant de cette circonscription. Vous vous présentez sous les couleurs d'Ensemble pour la République, la coalition menée par le Premier ministre Gabriel Attal. À vos côtés, Maryse Vallée, bonsoir. Vous vous présentez pour Lutte ouvrière. Face à vous, Juliette Voilez. Vous faites partie de la France insoumise et vous êtes la candidate désignée du nouveau Front populaire. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Mathieu Manceau. Vous êtes candidat pour le parti Les Républicains. Je précise que Philippe Robin, issu du parti Les Républicains et investi par le Rassemblement national suite à l'accord passé avec Éric Ciotti, n'a pas répondu favorablement à notre invitation à ce débat. Avant d'entrer dans le détail des programmes, d'abord un tour de table en 45 secondes environ. Qu'est-ce qui motive votre candidature à ces élections législatives anticipées? On commence avec vous, Mathieu Manceau. Alors, je suis Mathieu Manceau, donc j'ai 26 ans, je suis adjoint au maire à la mairie d'Hervaux depuis 2020, historien de formation et collaborateur parlementaire au Sénat. Donc, ce qui motive ma candidature avec Pascale Belgy, ma suppléante de Bressuire et du Ceriséen, c'est de porter la voix de la droite et du centre ici, en Nord-de-Sèvres, sortir de l'immobilisme de cette année ici, apporter notre territoire, fort de plusieurs bassins de vie et bassins économiques importants qu'il faut continuer de promouvoir et de porter ici en Nord-de-Sèvres et à l'Assemblée nationale également, porter aussi nos valeurs de droite et du centre ici importantes pour l'ensemble de notre circonscription. Et également avoir des points forts sur le pouvoir d'achat, l'écologie et les mobilités On va également. développer tous ces thèmes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fievé. Alors, merci à vous, merci de nous accueillir ici sur ce plateau. Alors, je suis Jean-Marie Fievé, je suis né à Bressuire il y a aujourd'hui 60 ans, c'est aujourd'hui le jour de mon anniversaire. Et ça fait aujourd'hui 7 ans que j'étais député, et pendant 7 ans, j'ai été présent sur le territoire, dans les différentes fêtes locales, à la rencontre des citoyens pour échanger avec eux sur leurs problématiques, leurs craintes et aussi leurs douleurs, aussi, il faut le dire franchement. Et je les ai rencontrés sur les différentes fêtes où j'ai pu échanger avec eux. J'ai échangé avec eux de Moléon à Pas-de-Jeu, j'ai échangé avec eux de Bouillon-Prétoué à Lapsy, de Gourget à Hervaux, partout sur le territoire pendant 7 ans, du samedi au samedi, voilà, carrément, et c'était vraiment important. Il faut voter pour moi. Pourquoi? Le 30 juin, et le 7 juillet, excusez-moi, il faut voter pour simplement protéger notre République et protéger notre démocratie des extrêmes, que ce soit de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Il faut absolument voter pour la République. Merci beaucoup, Madame Vallée, c'est à vous. Bonjour. Du RN au Front populaire, les promesses ne manquent pas, mais celles qui favoriseront les intérêts des travailleurs, on n'est pas sûr de les voir. Elles sont faites d'abord pour piper les voix des travailleurs. Et tous les gouvernants, dans toutes les combinaisons possibles de droite et de gauche, se sont bien souvent couchés devant les exigences patronales. Ce constat, les travailleurs l'ont fait et ils se sont réfugiés à cause de ça vers l'abstention, vers l'apolitisme, vers le RN. Ce que nous voulons, c'est
être finalement les lanceurs d'alerte. Si des propositions vont dans le sens des intérêts des travailleurs, on les approuvera. Mais sinon, on sera les guetteurs, on protestera contre et on organisera peut-être des luttes contre. Merci pour cette présentation. Madame Voilet, c'est à vous. Merci. Le 9 juin dernier, le président de la République, votre mentor, on va dire, a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, en laissant le pays dans une situation difficile, fracturée, en danger de voir le Rassemblement national à ses portes. Et face à cela, les forces de gauche républicaines ont décidé de se rassembler. Et c'est assez inédit parce que dans ce rassemblement du nouveau Front populaire, on assiste à la mobilisation des mouvements syndicaux, des mouvements associatifs et des mouvements citoyens. C'est ce mouvement qui a décidé que la candidature sur notre circonscription serait portée par mon binôme Bernard Arru et moi-même pour la 3e circonscription des Deux-Sèvres. Nous sommes la voix de ce collectif, de ce que représente aujourd'hui le nouveau Front populaire. Et j'invite chacun et chacune à aller voter les 30 juin et 7 juillet prochains pour la République. Merci Madame Voilez. On va rentrer dans le vif du sujet, Vincent. On va commencer avec le thème de la santé. Oui, c'est la désertification médicale, vous le savez, dans les campagnes, mais aussi parfois en ville. Sur votre territoire, c'est aussi le CHNDS, le Centre hospitalier Nord-de-Sèvres, avec beaucoup de besoins et besoins de personnel. Jean-Marie Fievé, on fait quoi concrètement ? Écoutez, le CHNDS, j'y étais présent il y a quelques semaines. Et vous avez fait des promesses ? Non, j'ai pas de promesses. Si, de faire remonter les attentes. Ça, c'était fait. Malheureusement, le ministre sera peut-être plus ministre bientôt, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais j'étais présent pendant plus de 3h30 sur le centre hospitalier du Nord-de-Sèvres, à échanger avec les professionnels de santé, chefs de service, médecins, infirmières, personnes aides-soignants, mais également administratifs, les urgences également, qui est un vrai souci. Et ce travail de fond qui a été fait, et je remercie réellement tous ceux qui ont participé ce jour-là, les représentants syndicaux, comme tout le personnel de la santé de l'hôpital de Félabès. C'était vraiment un sujet important et j'ai pu faire cette note, la faire remonter au ministre qui m'a remercié de sa part. Il m'a appelé pour me le dire, merci pour ce que j'avais fait. Maintenant, c'était prévu des échanges, mais qui sont tombés à l'eau maintenant. Donc voilà. Mais je tiens à rappeler quand même qu'on a supprimé le numerus clausus en 2020. Et c'est vrai que le RN l'ont annoncé hier qu'ils allaient le faire, donc c'est fait depuis 2020. Aujourd'hui, le numerus clausus, il est supprimé. En 2017, c'était 7 000 étudiants. Aujourd'hui, on est à plus de 11 000 étudiants par an. Donc, une des solutions passe par le numerus clausus. Bien sûr, c'est une des solutions pour former plus de médecins. Mais dans l'urgence, il faut 10 ans pour former un médecin. Dans l'urgence, il faut aussi trouver d'autres solutions. La solution, on a trouvé une des solutions, c'est les lieux de vidéo-médecine. C'est très important. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans les pharmacies, également dans les EHPAD, on en met de plus en plus. À distance, entre guillemets, sur les consultations à distance. Exactement. Et c'est aujourd'hui, dans le nord de Sèvres, il va y avoir deux qui vont être, c'est une première, qui vont être mis dans 2 mairies à disposition de la population, dans deux endroits où, loin des services médicaux, que ce soit pharmacie, médecins ou hôpitaux. On va en mettre 2 dans quelques semaines. Je laisserai la primeur au maire de l'annoncer officiellement. Les travaux sont lancés justement pour ces 2 mairies. Et je pense que c'est une des solutions, plus aller vers les personnes et pas l'inverse, pour que les personnes aillent vers l'hôpital. Maryse Vallée, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux ? Déjà, la santé, c'est lutter contre la prévention, lutter contre les maladies que les gens ont au travail. Au travail, il y a des burn-out, il y a des tendinites, il y a des mal au dos, il y a des risques chimiques. Et par exemple, avec le chrome, dans toutes les usines qui n'est pas relevé pour l'instant et qui risque d'être grave, paraît-il, autant que l'amiante. Donc déjà, pour faire quelque chose, il faut améliorer les conditions de travail des travailleurs. Donc place à la prévention, une des premières solutions. Voilà. On parlait de la désertification médicale. Comment on fait pour faire C'est venir des médecins ? Un système médical à la hauteur des besoins, bien entendu. Les soignants n'arrêtent pas de les réclamer, qu'ils soient dans les cliniques ou qu'ils soient dans les hôpitaux. Et l'arrêt de la gestion par l'argent, la gestion hospitalière par l'argent, c'est quand même les salariés qui travaillent dans les hôpitaux, qu'ils soient femmes de ménage ou médecins, qui savent quels sont les besoins. Et c'est eux c'est de là dont il faut partir. C'est pas l'administration de l'hôpital. Mais on part de la base.
C'est entendu. Juliette Voilez, qu'est-ce qu'on fait pour être plus attractif? Alors, déjà, évidemment, l'hôpital a besoin de moyens financiers pour fonctionner, mais ça ne suffira pas. C'est l'attractivité du territoire et c'est ce qu'on met en place pour garder nos médecins, nos soignants, qu'on arrive à mettre en place. Et il y a quelque temps de ça, il y a un projet de loi 741 qui avait été un projet de loi transpartisan avec Monsieur Guillaume Garot, député du Parti socialiste de Mayenne, Madame Delphine Batho et d'autres aussi de la majorité qui avaient mis au point un projet de loi que vous n'aviez pas signé a priori. Et pourquoi ne l'avez-vous pas signé, ce projet de loi qui, justement, avait pour but de travailler sur le fléchage et l'incitation d'installation de médecins dans les déserts médicaux? Une réponse bien brève, Monsieur Févé. Ensuite, on vous passe la parole, Monsieur Manceau. Je ne crois pas personnellement à imposer aux médecins de venir dans nos territoires ruraux. Aujourd'hui, si on impose à un médecin de venir, il ne viendra absolument pas. Ne vous inquiétez pas, il faut trouver une autre solution. Le contrat forcé ne viendra pas. Mathieu Manceau. Alors pour nous, avec Pascal Belgy, ma suppléante, on est pour renforcer l'attractivité médicale, hospitalière et pharmaceutique de notre territoire du Nord de Sèvres, donc un territoire important pour notre département. C'est former plus de soignants et revaloriser aussi les métiers de la santé, du stagiaire jusqu'au médecin. Évidemment, ici, un accès aux soins partout et pour tous. Sur notre circonscription, l'hôpital, le centre hospitalier Nord de Sèvres a fait la baisse et un joyau pour nous. On connaît aussi beaucoup de personnes qui y travaillent. On a Mais il manque de bras. Il manque de bras, effectivement. Et maintenant, à court terme, dès mon élection, je vais m'atteler à plusieurs sujets, dont celui-ci, à veiller à ce qu'il y ait plus de formation de médecins en France, en soutenant les professions médicales existantes où ils peuvent être maîtres de stage, par exemple, plus facilement, accompagner aussi les docteurs juniors qui sont en place maintenant, et aussi désenclaver notre territoire ici au niveau médical, et permettre aux infirmiers et aux pharmaciens d'avoir une délégation de tâches. Merci Mathieu Manceau. Je tiens à rappeler quand même que l'hôpital Rapidement. de Félabès, oui, 2 secondes. Félabès va ouvrir 10 lits à l'automne prochain. 10 lits, donc sur du recrutement médecins, infirmiers, infirmières, personnel soignant, administratif, 10 lits supplémentaires pour le Nord de Sèvres. Après la santé, on va passer au pouvoir d'achat, un vaste débat encore. Effectivement, vos instances nationales respectives ont toutes placé en haut de leur programme la question du pouvoir d'achat. C'était la préoccupation numéro 1 des Français qui sont allés voter pour leurs eurodéputés il y a une dizaine de jours. Maryse Vallée, qu'est-ce que vous proposez pour le pouvoir d'achat des Français? Alors bien sûr, on n'est pas les seuls à en parler dans ces temps électoraux. Mais les travailleurs ont tous besoin d'un emploi, tous besoin d'un salaire et d'un salaire qui leur permet de vivre décemment. Courir, compenser le manque d'effectifs, laisser sa santé, voilà ce qu'elle a vu au travail pour bien des salariés. Et ils ont un salaire qui ne leur permet pas de satisfaire leurs besoins élémentaires. Donc ça touche toutes les catégories. Les gens qui font la queue au Resto du Cœur, il y a des gens qui font partie aussi de familles d'artisans, de commerçants, les enfants étudiants, quelquefois fils et fils de cadres. Madame Vallée, ça c'est pour le constat. Mais on fait quoi? Demain, député dans cette circonscription, qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a des propositions genre baisser la taxe, baisser les taxes. La TVA, par exemple? La TVA. Baisser la TVA, ça veut dire diminuer les recettes. Et après, on nous dira, on ne peut pas faire de service public, on a baissé la TVA. Baisser les charges patronales, eh bien, c'est quand même prendre sur les salaires, parce que c'est du salaire différé. Hein. Et voilà. Le pouvoir d'achat, baisser les prix, bloquer les prix. Ah ben, bloquer les prix, on sait, j'ai encore entendu aujourd'hui à la radio, la différence sera prise par ceux qui décident des prix, c'est-à-dire les producteurs, les capitalistes. Madame Voilez, la parole est à vous sur cette question du pouvoir d'achat. La mesure phare du nouveau Front populaire, c'est de passer le SMIC à 1 600 € net. Comment est-ce qu'on le finance? Avec une indexation des salaires sur l'inflation. On a beaucoup dit qu'augmenter les salaires, ça générait de l'inflation. On constate aujourd'hui que l'inflation continue d'augmenter, malgré le fait qu'on ait refusé de toucher au salaire. Donc, clairement, ce n'est pas... nous, ce qu'on propose, c'est effectivement, pour commencer, sur la question du pouvoir d'achat, il y a l'abrogation de la réforme, enfin des valeurs sociales qu'on défend, il y a l'abrogation de la réforme des retraites, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage et le SMIC à 1 600 € net, sans compter qu'il faut cesser avec les
baisse de cotisations sociales qui engendre un manque à gagner, justement, pour pouvoir maintenir notre système de redistribution en bon état. On a beaucoup trop baissé les cotisations sociales aujourd'hui. Voilà. Et moi, je voudrais dire, Très brièvement. sur l'indice de l'inflation, je pense qu'il faut... il existe quelque part un indice qui soit non faussé. C'est les statisticiens qui le connaissent, l'INSEE, etc. Il faut aussi lever les tricheries et demander à ce que ce soit les gens qui le font, qu'ils aient le droit, qu'ils aient le droit de le donner tel qu'ils l'ont eu au départ. Mathieu Manceau, est-ce que vous avez des propositions pour le pouvoir d'achat ou est-ce que vous préconisez davantage de réduire le déficit? La Commission européenne vient d'épingler la France pour son déficit. Elle demande des mesures correctrices très rapides. On est à 5,5% de déficit du PIB. Oui, on a vu le carton rouge ce matin qui a été donné à la France et à la Macronie ici. Nous, on est plus pour des éléments concrets sur le pouvoir d'achat, avec plus de rémunération pour ceux qui travaillent, avec une amélioration notamment de l'intéressement. Et l'inciter ici, il faut des primes et une rémunération liée aux résultats aussi de l'entreprise ici pour notre pays. Après, nous sommes contre la taxe sur la taxe aussi, notamment sur la TVA, sur les produits pétroliers. Ici, on n'est pas favorable non plus à l'augmentation des impôts qui est sous-entendue par les extrêmes ici et les absents, malheureusement, qui ne peuvent pas répondre à ce qu'on dit ici aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, c'est aussi un élément qui est peu évoqué, c'est l'accès au logement. À notre avis, pour le Nord de Sèvres et pour la France, ici où le logement coûte cher, les locations sont de moins en moins nombreuses aussi et moins en moins possibles aussi à cause des normes énergétiques aussi qui sont imposées ici. Donc l'accès à la propriété pour nous est primordial pour les Français. Il faut donner aussi le droit de rêver et d'entreprendre à tous les Françaises et les Français qui veulent le faire, avec notamment l'élargissement et le renforcement du prêt à taux zéro. Merci beaucoup. Monsieur Fievé, votre parti propose d'augmenter le plafond de la prime Macron de 6 000 à 10 000 euros par an sans charge ni impôt. Macron, c'est prime sur le pouvoir d'achat. Oui, qu'on a surnommé la prime Macron. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises de votre circonscription qui ont donné ces primes à leurs salariés? Je connais beaucoup, mais je ne peux pas donner ici et non, je ne pense pas. Je connais plusieurs. Ça a marché. Dans les Deux-Sèvres, ça fonctionne très bien. Et ceux que j'ai rencontrés, les chefs d'entreprise ou même les employés, en sont très contents, effectivement. La moyenne sur la France, oui, c'est 6 millions de personnes qui ont eu droit à cette prime. Et la moyenne nationale, c'est 900 euros. Dans les Deux-Sèvres, on a un petit peu plus de 1 000 euros de moyenne au niveau de la 3e circonscription des Deux-Sèvres. C'est important. Mais nous, on va aussi, comme le disait M. Monceau, on va également baisser les taxes notariales sur l'achat pour les primo-accédants, pour les limiter à 250 000 euros maximum, bien sûr. Et donc, ça ferait une économie de 20 000 euros pour l'achat d'une première maison. C'est très important pour nos jeunes qui s'installent aujourd'hui, qu'on a 30 ans, qu'on veut acheter une maison, qu'on peut récupérer 20 000 euros. On peut se permettre avec ça d'avoir une maison mieux et un emprunt surtout moins long. Et ça, c'est important pour nos jeunes, pour qu'ils aient plus de moyens. Et on va aussi indexer les retraites. Et nous, on l'a fait en 2023. On est les premiers à l'avoir fait. Personne avant nous l'a fait. Ni la droite, ni la gauche l'ont fait avant nous. Nous, on l'a fait. On a indexé les retraites sur le coût de la vie. 5% au mois de 1er février vont être augmentés. Et on continuera, on s'y est engagé à le faire et on le fera. Et vous avez rallongé le temps de travail pour avoir la retraite de 10 ans pour certains, les infirmiers, les enseignants, etc. Et de 5 ans ou plus pour bien d'autres. Alors on a augmenté aussi les salaires des enseignants de 150 euros par mois depuis 2022. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Pour les infirmiers, c'est 198 euros par mois également. Et on ne parle pas prime de week-end, prime de nuit. Personne n'en parle de ces primes-là. Et pourtant, c'est plus de 400 euros pour les personnes de santé aujourd'hui en plus par mois. Madame Wallace, très rapidement, j'aimerais rebondir sur la question de la prime Macron. Moi, je travaille pour une grande entreprise. Je suis salarié d'une grande entreprise qui a largement les moyens, je pense, d'assurer une prime. Vous ne l'avez pas eu. On n'a pas eu de prime supplémentaire que celle qui donnait déjà. Et cette prime, elle est loin d'atteindre les 1 000 euros. Voilà pour la question du pouvoir d'achat. On va passer au thème suivant. Tout le monde, on a bien compris. Les conséquences politiques. Oui, la dissolution annoncée au soir des élections européennes par le président de la République a un petit peu rebattu les cartes. Certains disent même les masques sont tombés. Juliette Voilez, comment la France insoumise s'en remet et est-ce qu'elle va pouvoir survivre? Racontez-nous. En interne, mais aussi avec ses camarades. Alors, là, moi, je ne suis pas là pour défendre ou pour aborder le sujet de la France insoumise. Je suis là pour défendre cette union du nouveau Front populaire et ce travail qu'on a fait sur le territoire d'une vraie union et d'un vrai
d'une vraie Et réaction. l'union qu'on a vue au niveau national, un peu dans la douleur, c'était aussi la douleur, vous, localement, ou pas? Non, beaucoup moins, parce que je pense qu'on a affaire à des gens capables de parler et d'être intelligents. Les distances, ce que nationalement ils ont réussi à faire quand même en un temps record, nous a permis de lancer les bases de ce que nous, on a continué de faire ici et qu'on continuera de faire ici. Et vous ne craignez pas que le nouveau Front populaire, une fois arrivé au pouvoir, si jamais ça arrive, que ça se craquelle et que finalement les... J'ai pas de boule de cristal pour répondre, je suis désolée. Mathieu Manceau, forcément, on va parler des Républicains. Est-ce que le parti est en train d'imploser, d'exploser? Il va évoluer. C'est sûr qu'il va évoluer après ce qui se passe en ce moment, qui est un tremblement de terre politique que personne n'avait prévu ici autour de la table, je pense. Et voilà, on est dans une situation que l'on doit à M. Macron uniquement, dans un contexte compliqué, une Assemblée nationale qu'on a vue très chahutée ici, et Dieu sait que le chahut existe depuis longtemps à l'Assemblée, mais pas de cette façon-là, ici, avec un manque de respect important ici. Les Républicains vont évoluer après, on va se retrouver, continuer d'avancer, promouvoir nos valeurs de droite et du centre aussi, pour la France, pour nos territoires aussi, avec un réseau d'élus locaux important ici, et avec le président du Sénat notamment, Gérard Larcher, et Bruno Retailleau également localement. Le parti n'est pas mort. Lutte ouvrière, petite question. Oui, Madame Vallée, allez-y. Je voulais juste dire que le contexte, c'est pas que Macron. Le contexte, c'est une crise économique, des conséquences nombreuses pour les conditions de travail des travailleurs. Et en cette période de crise économique, d'intensification de la concurrence, les exigences patronales se durcissent. Il n'y aura pas de marge de manœuvre accordée. Il faudra aller les chercher, les marges de manœuvre, par les luttes. C'est pour ça qu'on se présente. Vous avez répondu à mes questions avant que je la pose, c'est formidable. Jean-Marie Fievé, député sortant de la majorité présidentielle, vous ne partez pas avec un sérieux handicap? Non, pourquoi? Avec cette étiquette-là? Parce qu'il y en a autour de vous. Moi, j'assume tout à fait mon étiquette. On est d'accord, Pas de dites-nous souci. tout. J'ai toujours été droit dans mes bottes. Quand j'étais pompier, j'avais toujours une mission, c'était obéir au chef et être droit devant, et pas non plus dévigercer, excusez-moi du terme, à droite ou à gauche, ou tourner sa veste comme ça vient. Moi, j'étais droit dans mes bottes et j'y suis aujourd'hui. Quand on voit le résultat depuis 2017 de tout ce qu'on a fait pour la population aujourd'hui, on n'a pas su communiquer bien. Moi, je l'avoue, on n'a pas bien communiqué pour dire aux gens, voilà ce qu'on vous a fait. C'est un beau constat. La taxe d'habitation, on l'a fait. On l'a fait, la taxe d'habitation. En Deux-Sèvres, c'est 720 € de moins par habitant. Petite question En les mairies. Europe, sur la France, les c'est mairies, notamment. 738 € en moins. Sur vos affiches de campagne, est-ce qu'on voit un logo? Est-ce Bien qu'on sûr, voit le logo Oui. officiel qui est Ensemble pour la République, qui est soutien par Gabriel Attal. Et donc vous assumez ça, c'était pour les accords politiques, Hélène. Merci Oui, beaucoup. mais On va la parler. taxe- Sur la taxe d'habitation, on est d'accord sur un sujet, vous l'avez supprimé, mais n'oubliez pas que c'est les mairies qui en pâtissent derrière, les Non, collectivités faut pas dire ça, locales. monsieur Monceau. Ne dites pas que les mairies en pâtissent. On Les le mairies voit dans nos touchent budgets. au centime près la somme identique et c'est réévalué tous les ans, négativement ou positivement, selon la Vous commune, à voyez diminue avec ou à le augmente. président Et moi, je d'intercommunalité que dirais vous que la voyez peu taxe souvent. d'habitation en moins, c'est autant, ça permet au patronat, au patronat de geler les salaires. Comme ça, Allez, on On enchaîne. va parler Hélène. environnement. C'est un autre sujet sur lequel vous attendent vos électeurs. La transition écologique, en particulier énergétique. Le département des Deux-Sèvres détient toujours le record du nombre d'éoliennes en Nouvelle-Aquitaine, avec un tiers du parc éolien de la région. Est-ce qu'on poursuit la construction d'éoliennes en Deux-Sèvres, monsieur Fievé? Alors, en Deux-Sèvres, en 2022, il y en avait 183 éoliennes en Deux-Sèvres qui étaient opérationnelles, je parle bien. Je ne parle pas de ceux qui étaient en construction. Dans la troisième circonscription des Deux-Sèvres, il y en avait 84. Ici, je pense que personne ne le savait ici. C'est ça qu'il faut voir. Effectivement, il faut répartir judicieusement les éoliennes sur le territoire. Les éoliennes, aujourd'hui, c'est plus de 10% de la production électrique, 16% de la production électrique pour la France. Et aujourd'hui, on en a besoin. Mais pour ne pas en avoir de trop, on augmente le nombre de centrales nucléaires et on va créer 14 réacteurs nucléaires supplémentaires sur toute la France. Il faut 20 ans pour tous les créer. Il y en a déjà 6 qui sont en travaux et les autres continueront par la suite. Ça permettra, en faisant du nucléaire, en faisant des éoliennes, en faisant également du photovoltaïque et aussi de l'hydraulique aussi, il ne faut pas oublier, de pouvoir être indépendant énergétiquement de la France. C'est extrêmement important aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on dépende des énergies fossiles. Il faut arrêter cette option-là et c'est extrêmement important. J'ai fait un rapport, moi, sur la transition écologique énergétique des armées. Bon, j'ai été interpellé par une presse nationale comme étant le rapport le plus intéressant de l'année 2021, parce que justement, c'est assez anecdotique que l'armée décide de faire de la transition écologique. oui, Et aujourd'hui, en l'armée augmentant la l'a fait. production d'armes. L'armée l'a fait
Aucun rapport, madame. On parle de transition écologique énergétique. Bah oui, mais il y a Donc du là, plastique. Le plastique, c'est du pétrole. l'armée a appliqué ce qui a été mis dans mon rapport. Et aujourd'hui, cette transition, c'était 864 000 m3 de carburant à l'époque. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins aujourd'hui. Mathieu Manceau, la transition écologique et énergétique, on fait comment? Plus d'énergie renouvelable? On Le investit? mix énergétique doit être intelligent pour notre nord de Sèvres. On est là pour le nord de Sèvres ici et pour la France après. Le mix énergétique doit être en place. Il y a assez d'éoliennes. Bon, je connaissais le chiffre, ne vous inquiétez pas. On les voit assez comme ça. Il y a un Il faut aller chercher pour les compter. mix énergétique est important. Le photovoltaïque aussi, une possibilité qui est là, avec une prudence, je pense, sur l'agrivoltaïsme, voilà, ou l'écologie, où on doit en prendre en compte aussi l'agriculture en même temps, faire attention et bien prendre en compte ces éléments-là, et tout en garantissant aussi un accès à l'eau également. Madame Voilez, le nouveau Front populaire a annoncé dans son programme le vote d'une loi énergie-climat dans les 100 premiers jours. Il y aura quoi dedans? J'avoue ne pas avoir le détail de chaque mesure. Alors sur les éoliennes, c'est quoi votre avis du coup? Mais moi, j'étais prête effectivement à rebondir sur le sujet des éoliennes. C'est que je pense que les projets d'énergie renouvelable, ça s'est fait ailleurs sur d'autres territoires, doivent se faire en concertation avec ceux qui les construisent, l'emplacement où elles sont installées et les élus locaux des territoires sur lesquels elles doivent être installées, de façon à être des projets qui puissent être acceptés au mieux par tous. Parce que effectivement, c'est vrai que sur le territoire, on est bien conscient que ça crée des crispations, ce sujet-là. Et il est vraiment très important en fait de travailler en collaboration pour que ça se passe au mieux et que cette transition énergétique se passe au mieux. Alors, je tiens juste à préciser, comme il y a quelques mois, on a fait la loi énergie, et les groupes politiques d'extrême droite comme d'extrême gauche ont voté contre les énergies renouvelables. Il faut quand même le préciser quand même. Merci. Dans 11 jours, ce sera l'heure du choix pour vos électeurs de la 3e circonscription des Deux-Sèvres. En 30 secondes, 40 secondes, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs pourquoi ils devraient vous choisir? Madame Vallée, c'est à vous. Oui. Alors, en votant pour Lutte ouvrière, les travailleurs se donneront les moyens d'avertir ceux qui seront pour arriver au gouvernement qu'ils ne se contenteront pas des promesses. Hein, que après celui de temps des promesses viendra le temps de la surveillance de ceux qui auront été élus, de la solidarité entre travailleurs pour se faire une volonté, pour se forger une volonté de se faire respecter. Monsieur Manceau. Alors pour le Nord de Sèvres, avec ma candidature avec Pascal Belgy, on veut porter une nouvelle voie, une nouvelle génération ici pour le Nord de Sèvres, hors de l'immobilisme qu'on connaît depuis 7 ans, hors de l'extrême gauche un peu bisounours dans l'anti-France qu'on voit au niveau national, et hors de l'extrême droite qui trahit ses valeurs et qui est loin de ses engagements passés dans un opportunisme blessant. Ma candidature ici est pour un Nord de Sèvres qui pèse en France, qui se désenclave économiquement avec une réindustrialisation aussi importante qu'on veut se mettre dans le vent national ici, qui est proposé par beaucoup, et avancer ensemble aussi et concrètement pour le Nord de Sèvres et pour ses habitants. Merci beaucoup. Monsieur Fievé. Et moi, ça fait 7 ans que je me bats constamment pour mettre en avant les dossiers du Nord de Sèvres, dossiers des citoyens, mais aussi les dossiers des collectivités. 7 ans que je suis à leur écoute pour bien les entendre, pour bien faire remonter cette information-là. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, voter pour moi, c'est garantir tous les projets que met Gabriel Attal en route aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait depuis 2017, bien sûr, on le continuera, on ne l'arrêtera pas. On n'augmentera pas les impôts aujourd'hui, contrairement à tous les autres groupes politiques qui le disent. Et on ne modifiera pas l'âge de la retraite. Et bien sûr, il y en a qui disent oui, qui disent non, ils ne savent même plus où ils habitent maintenant. Mais nous, on ne fera rien. Merci. Ni 67 ans, ni 60 ans. Madame Voilez, à vous. Pour nous, dès le 30 juin, c'est l'occasion pour notre circonscription de dégager une majorité à l'Assemblée. Voter pour le nouveau Front populaire, c'est voter pour le pouvoir d'achat, pour une agriculture saine, empreinte de bon sens paysan, et pour un service public de qualité et de proximité. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Notre grande soirée se poursuit avant d'accueillir les principaux candidats de la 2e circonscription de la Vienne. On regarde les enjeux locaux de ce scrutin avec Lucie Secconi et Thierry Cormeret.